Ed Kemper, également connu sous le nom de Edmund Emil Kemper, est l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire américaine. Il a commencé à semer la mort dès l'âge de 15 ans. Le 7 mai 1972, il commet un double meurtre brutal. Ce jour-là, Kemper prend en autostop deux étudiantes, Mary-Ann Pess et Anita Luchessa, qui cherchent à rejoindre l'université de Stanford. Au lieu de les conduire à l'université, il les emmène dans un endroit isolé où il les ligote. Il contraint Anita à monter dans le coffre de sa voiture. Puis, armé d'un grand couteau de cuisine qu'il a acheté spécialement, il poignarde violemment Mary. La jeune fille, terrorisée et choquée par ce qui lui arrive, crie de toutes ses forces et supplie Kemper d'arrêter. Mais, Kemper, qui est fasciné par la violence et fantasme depuis longtemps sur le meurtre des jeunes filles, ne peut plus s'arrêter. Il laisse libre cours à toute sa rage et sa colère en s'attaquant à sa jeune victime et finit par l'étrangler. Après avoir assassiné Mary, Kemper se rend à l'arrière de la voiture. Anita, qui est restée enfermée dans le coffre tout ce temps, entend tout ce qui se passe. Les cris, les supplications de son ami, les coups et les luttes. Kemper ouvre le coffre et Anita, terrifiée, lui demande ce qui s'est passé avec Mary-Ann. Elle le supplie à son tour de la laisser partir, de ne pas la tuer. Mais Kemper, à ce moment-là, sait qu'il doit le faire, car il se doute bien qu'elle a tout entendu de la lutte et doit savoir que quelque chose de très grave se passe. Il poignarde Anita à plusieurs reprises avec le même couteau. Après les avoir tués, il mutile leur corps en les démembrant. Kemper transporte ensuite les corps dans sa voiture et les ramène chez lui. Il va ensuite prendre des photos et commettre des actes de nécrophilie sur les dépouilles des victimes. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ed Kemper est né le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie. Burbank, rien qu'à prononcer le nom de cette magnifique ville, on est envahi d'un sentiment d'excitation et d'émerveillement. C'est bien plus qu'une simple ville avec ses rues bordées de palmiers et ses jolis paysages. Burbank est un véritable paradis urbain qui déborde de créativité, de divertissement et d'énergie. En plein cœur du comté de Los Angeles, Burbank est connu comme étant la capitale mondiale du divertissement. Mais Burbank, c'est bien plus qu'une simple plaque tournante du divertissement. C'est aussi une communauté vibrante, où les résidents sont fiers de leur ville et de son riche héritage. Les rues regorgent de vie, avec des cafés animés, des boutiques branchées et une scène gastronomique à faire pâlir d'envie les plus fins gourmets. C'est dans cette ville dynamique et inspirante où les habitants sont passionnés par la culture, les arts et la musique que naquit Ed Kemper. Avec sa beauté pittoresque et son ambiance effervescente, Burbank peut sembler un endroit improbable pour être le berceau d'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire. Pourtant, c'est bien dans cette ville que le monstre vit le jour. Avec sa taille impressionnante de 2,06 mètres, son poids de 136 kg et son QI de 145. Issu d'une famille particulière, avec un père du nom de Edmund Kemper Jr., ancien combattant du Pacifique, électricien, et sa mère aînée Clarnell Strandberg. Ils ont 3 enfants, Suzanne, Edmund III et Alain. Leur mariage est orageux et ils se séparent en 1957, son père accusant sa mère d'alcoolisme avant de divorcer officiellement en 1961. Sa mère, souffrant de problèmes psychologiques, frappait ses compagnons et divorça 3 fois. Kemper en souffrira toute sa jeunesse. Sa sœur aînée, Suzanne, le frappait. Cependant, ils jouaient à des jeux à base de rituels de mort ensemble. Leur maison du Montana étant de petite taille, et sa mère qui éprouvait une haine envers lui et qui craignait qu'il puisse nuire à ses sœurs, l'obligeait à dormir seule dans le sous-sol de la maison familiale. Elle prétendait que partager la chambre de ses sœurs était inapproprié, le reléguant ainsi à vivre dans la cave, sur un modeste lit près de la chaudière. Les flammes de celle-ci provoquaient en lui une terreur indescriptible. Sa mère ne manque aucune occasion pour l'humilier et le rabaisser en public, ce qui engendre une colère profonde et grandissante chez Kemper. Kemper a commencé à présenter des comportements troublants dès l'âge de 10 ans. À cette époque, il a commencé à infliger des actes de violence extrême envers les animaux qu'il croisait sur son chemin. Il prenait plaisir à torturer et à décapiter les animaux domestiques du quartier, notamment des chiens et des chats, y compris son propre chat qu'il va enterrer vivant. Pour Kemper, ces actions étaient une façon de libérer sa frustration et sa colère refoulée, peut-être due à des difficultés émotionnelles ou à des conflits intérieurs non résolus.
À l'été 1963, lassé des abus constants et de la tyrannie de sa mère, Ed Kemper prit une décision audacieuse. Il quitta son foyer pour retrouver son père, espérant trouver refuge et compréhension auprès de lui. Une fois chez son père, il fut déçu d'apprendre que celui-ci s'était remarié avec une autre femme. La nouvelle belle-mère d'Ed ne voyait en lui qu'un fardeau, un obstacle à son bonheur conjugal. Elle ne ressentait aucune bienveillance ni affection envers ce jeune homme vulnérable. Au lieu de lui offrir un foyer chaleureux et l'amour qu'il recherchait désespérément, elle le considérait comme un intrus dans sa nouvelle vie, une présence inutile et encombrante. Rejeté par sa mère et maintenant par son père et sa belle-mère, il se retrouve sans aucun soutien familial, condamné à l'isolement émotionnel. Le père de Kemper l'envoie ensuite vivre chez ses grands-parents paternels, Maud et Edmund Emil Kemper, ce qui lui donne l'impression d'être abandonné de nouveau. Pendant ses études secondaires, Ed Kemper était un individu qui se distinguait peu et ne se faisait pas remarquer. Il était généralement discret et ne suscitait pas une attention particulière de la part de ses camarades de classe ou des enseignants. Kemper était un élève moyen, sans performances exceptionnelles ni difficultés notables. Il était considéré comme un étudiant calme et réservé, ne se mêlant pas aux conflits ou aux problèmes fréquents que l'on trouve parfois dans les écoles. À la maison avec ses grands-parents, Kemper était victime de maltraitance émotionnelle et verbale de la part de ces derniers. Sa grand-mère était une figure dominante et autoritaire. Elle l'humiliait régulièrement et le critiquait. Leurs échanges étaient marqués par des disputes violentes, utilisant la menace et l'intimidation pour maintenir Kemper dans un état de peur et de soumission constant. Le 27 août 1964, plus précisément à l'âge de 15 ans, Kemper eut une violente dispute avec sa grand-mère. Profondément affecté par les mauvais traitements qu'il subissait depuis longtemps de sa part, il prit une décision tragique. Dans un moment de désespoir, il saisit un fusil et mit fin au jour de sa grand-mère, mettant ainsi un terme à une relation marquée par la maltraitance. Il la tua dans un acte d'une violence extrême en lui tirant dessus, puis la poignarda à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine. Quelques instants plus tard, alors que son grand-père fit son apparition, Kemper ne fit preuve d'aucune hésitation, il lui tira dans la nuque. Il prétendit plus tard avoir agi par pitié, pour éviter que son grand-père n'apprenne le meurtre de sa femme, préférant lui épargner cette terrible nouvelle. Il a ensuite appelé sa mère pour lui raconter ce qui venait de se passer. « Maman, j'ai tué grand-mère d'une balle dans la tête avec une carabine. J'ai tiré sur grand-père lorsqu'il est rentré à la maison. Je le fais juste pour voir ce que cela faisait de tuer. J'ai tué grand-père pour ne pas avoir à découvrir que sa femme avait été assassinée. » La mère de Kemper a été choquée et horrifiée par ce qu'il avait fait. Elle lui demanda d'appeler la police, ce qu'il a fait. Il a été arrêté et inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Interrogé plus tard sur ses motivations, il a expliqué qu'il était en colère contre sa grand-mère. Diagnostiqué comme étant un psychopathe par les psychiatres de l'hôpital psychiatrique où il a été envoyé, Kemper n'en était malheureusement qu'à ses débuts meurtriers. Les mauvais traitements qu'il a subis chez ses grands-parents ont profondément affecté sa psyché, renforçant sa rage et son ressentiment envers sa grand-mère. Ces actes de violence perpétrés contre lui ont alimenté son sentiment de vengeance et de colère, qui ont peu à peu pris le contrôle de son esprit et qui a finalement conduit à l'acte brutal qu'il a commis. Il convient de souligner que les informations disponibles reposent principalement sur les déclarations de Kemper lui-même, qui a cherché à justifier ses actions en faisant référence aux mauvais traitements qu'il a subis. Cependant, de nombreux témoignages et éléments de preuve corroborent les abus infligés par sa grand-mère. Les détails précis de ces abus demeurent néanmoins limités, car Kemper a souvent été réticent à fournir des informations détaillées sur cette période de sa vie. Le 6 décembre 1964, à l'âge de 15 ans, il est admis à l'hôpital psychiatrique de l'État d'Atascadero, où il est interné afin de recevoir des soins adaptés à sa condition. Dans cet établissement psychiatrique, Kemper engage des conversations approfondies avec des individus ayant commis des actes de violence tels que des viols et des meurtres. Son séjour dans cet environnement alimente et stimule ses compétences potentielles en tant que futur criminel. Il s'acclimate au langage utilisé dans le domaine de la psychiatrie, car il est employé dans le laboratoire de psychologie où des tests sont développés et administrés. Malheureusement, certains médecins y voient un signe positif de sa réhabilitation. Le 30 juin 1969, il est relâché de l'établissement psychiatrique où il avait été interné pendant une période de 5 ans. Malgré l'opposition des psychiatres qui recommandent qu'il aille vivre avec son père,
introuvable à l'époque, il est finalement contraint de s'installer chez sa mère à Apto, près de Santa Cruz en Californie. Bien que sa mère souhaite le voir poursuivre des études universitaires normales, Camper préfère passer son temps dans les bars, tout en gardant l'espoir de faire carrière dans les forces de l'ordre un jour. Après avoir occupé divers petits emplois, il réussit finalement à obtenir un poste au sein de la division des autoroutes californiennes, ce qui lui permet de quitter progressivement le domicile familial et de se réinsérer dans la société. Cependant, sa vie prend un tournant tragique lorsqu'il est impliqué dans un grave accident de moto, alors qu'il est en état d'ivresse, le laissant sans ressources et dans une situation précaire. Il se voit donc contraint de retourner vivre chez sa mère. Peu après son accident, Camper acquiert une Galaxy Ford 500, un modèle légendaire des années 1960. C'est à bord de cette voiture emblématique que Camper va malheureusement mettre en place ses machinations diaboliques pour attirer ses futures victimes. La Galaxy Ford 500 devient ainsi un outil sombre et sinistre entre les mains de Camper, renforçant son image de prédateur insaisissable. Ce véhicule autrefois admiré pour son charme et sa performance est désormais entaché par les actes impitoyables commis par son propriétaire dépravé. Après avoir été libéré de l'hôpital psychiatrique en 1969, à l'âge de 21 ans et installé chez sa mère à Santa Cruz, Camper va commencer à planifier et à exécuter une série de meurtres. Ses cibles sont des étudiantes du campus où sa mère travaille. Grâce à un autocollant que sa mère lui a donné, il peut facilement accéder au campus et gagner la confiance de ses victimes en leur faisant croire qu'il étudie également là-bas. Camper va ensuite tuer 8 personnes, parmi ses victimes, on compte 6 jeunes femmes, principalement des autostoppeuses, ainsi que sa mère et l'amie de sa mère. Sans oublier le meurtre sanglant perpétré sur ses grands-parents. En 1972, il commet un double meurtre brutal, tel que décrit au début de cette vidéo. Le soir du 14 septembre 1972, Ai Koku, une étudiante coréenne en danse âgée de 15 ans, décide de faire de l'autostop pour se rendre à son cours de danse après avoir raté son bus. Sa route croise celle de Camper. Il la prend dans sa Ford Galaxy 500 et se dirige vers un endroit isolé, brandissant une arme sur elle. Il va utiliser la strangulation pour ôter la vie à Aiko, causant ainsi sa mort prématurée. Cependant, l'horreur ne s'arrête pas là. Plus tard dans la nuit, il dissectionne le corps dans son appartement et disperse les restes dans la nature. Cette action abominable témoigne d'une extrême cruauté et d'un mépris choquant envers sa victime. Pire encore, il se rend le lendemain à un entretien avec des psychiatres dans le cadre de sa libération conditionnelle, avec la tête de sa victime dans son coffre. La mère d'Eiko, d'origine lituanienne, menait une vie modeste et faisait des sacrifices pour financer les cours de sa fille. Eiko avait déjà réalisé des représentations professionnelles dans le ballet classique ainsi que dans les styles traditionnels coréens. Malheureusement, Eiko n'a jamais eu la chance de connaître son père coréen, qui les a abandonnés avant même sa naissance. Le 8 janvier 1973, Cynthia Anchal, une étudiante de 18 ans de l'université de Santa Cruz en Californie, a rencontré une tragique fin lorsqu'elle a accepté de faire de l'autostop. Ce jour-là, elle cherchait un moyen de se rendre à l'école lorsqu'Ed Camper s'est proposé pour la conduire. Sans méfiance, Cynthia a accepté l'offre. Camper, cependant, avait des intentions sinistres dissimulées derrière son apparence anodine. Au lieu de conduire Cynthia directement à l'université, il a délibérément pris une route isolée près de Watsonville, en Californie. Une fois à cet endroit isolé, il a forcé Cynthia à entrer dans le coffre de sa voiture, l'empêchant ainsi de s'échapper. La situation a rapidement pris une tournure tragique et violente. Camper, muni d'un pistolet de calibre 22, a froidement tiré une balle dans la tête de Cynthia, lui ôtant ainsi la vie de manière brutale. Après avoir commis cet acte impitoyable, Camper a ensuite décidé de mutiler le corps de sa victime en la décapitant. Dans une tentative de dissimuler son crime abominable, Camper a jeté le corps de Cynthia dans un canyon voisin, espérant que sa disparition resterait un mystère insoluble. Cependant, la vérité finirait par être révélée, permettant ainsi de rendre justice à Cynthia et à sa famille. Cet acte atroce a choqué la communauté locale et a déclenché une enquête approfondie des autorités. Son décès prématuré constitue une tragédie déchirante qui ne devrait jamais être oubliée.
Le 5 février 1973, Camper s'est rendu à l'université et a proposé un trajet à deux étudiantes, Rosalind Thorpe et Alice Liu. Les deux jeunes femmes ont accepté de monter dans sa voiture. Malheureusement, Camper a rapidement révélé ses véritables intentions. Une fois qu'elles étaient à l'intérieur du véhicule, Camper a violemment attaqué Rosalind Thorpe et Alice Liu, causant des blessures mortelles. Après avoir commis ces actes horribles, Camper a franchi les portes de sécurité du campus avec les deux victimes encore présentes dans sa voiture. Il a décapité et démembré les deux jeunes femmes avant de disperser les différentes parties dans plusieurs endroits. En mars, des randonneurs ont fait une macabre découverte près de la route 1 dans le comté de San Mateo. Ils ont trouvé certains des restes de Rosalind Thorpe et Alice Liu. Cette découverte a contribué à l'identification des victimes et à l'ouverture d'une enquête criminelle approfondie sur les atrocités commises par Camper. Le 21 avril 1973, Ed commet un acte terrible en tuant sa mère dans son sommeil avec un marteau. Dans un acte de violence extrême, il la décapite. Pour ajouter une touche glauque à cet horrible meurtre, il découpe le larynx de sa mère avant de le jeter dans le broyeur de l'évier. Plus tard, lorsqu'il est interrogé par la police, il déclare que cette idée lui a semblé appropriée, car sa mère râlait et criait constamment. Après cet horrible acte, Ed dépose la tête de sa mère sur la cheminée de la maison. Il va ensuite utiliser cette tête comme une cible de jeu de fléchettes, démontrant ainsi sa profonde dépravation, son mépris et sa haine envers sa mère et envers la vie humaine. Il dissimule le corps dans un placard, effectue un rapide nettoyage, puis quitte la maison. Ed commence à ressentir de l'anxiété, sachant qu'il sera immédiatement soupçonné si le cadavre est découvert. Pour expliquer l'absence de sa mère, il décide de piéger l'une de ses amies et de faire croire qu'elles sont parties en vacances ensemble, une explication plus crédible qu'un départ solitaire de sa mère. Pendant l'après-midi, il appelle Sally Hallett, une amie de sa mère, pour l'inviter à dîner. Lorsque Sally Hallett arrive, il la frappe violemment puis l'étrangle. Il dépose ensuite le corps sur le lit. Il enveloppe sa tête dans un sac en papier et sort boire quelques bières. À son retour à l'appartement, il décapite le corps de Sally Hallett et s'endort profondément dans le lit de sa mère. Le lendemain matin, il dissimule le cadavre dans le placard de sa chambre et quitte la ville en empruntant le véhicule de Sally Hallett. Il prit la direction de Sacramento, ne faisant que des arrêts rapides pour faire le plein d'essence, acheter des sodas et des amphétamines. Il se rend à Reno, dans le Nevada, où il loue une autre voiture et abandonna celle de Hallett dans une station-service. Alors qu'il était dans le Colorado, il est arrêté lors d'un contrôle routier pour excès de vitesse et paye calmement son amende. Il passe son temps à écouter la radio, anxieux de savoir si les corps sont découverts. Après avoir roulé pendant 30 heures et se sentant épuisé, il décide dans la nuit du 23 avril 1973 de contacter la police de Santa Cruz pour avouer les meurtres qu'il avait commis. Au départ, la police pensait qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Ses amis policiers avec lesquels il prenait la bière ne pouvaient pas croire qu'il était capable d'une telle chose. Il leur donne l'emplacement des corps de sa mère et de Sally Hallett, et finalement, il est appréhendé par les policiers de Pueblo. Camper a été condamné à la réclusion à perpétuité, la peine de mort ayant été temporairement abolie entre 1971 et 1974. Il occupait un emploi à la bibliothèque de la prison où il exerce en tant que lecteur de livres pour les personnes aveugles. Son dévouement dans cette activité lui a valu plusieurs médailles qui sont affichées dans sa cellule en guise de reconnaissance. En 2015, suite à un accident vasculaire cérébral, il a dû arrêter son emploi et a été officiellement reconnu comme handicapé. Les meurtres commis par Camper ont déclenché une série d'actes tragiques qui laisseraient une marque indélébile dans l'histoire. Dans un contexte empreint de perplexité et de désespoir, il commit une série d'actes violents qui bouleversèrent à jamais la vie de nombreuses personnes. Le destin de Camper était obscur, dissimulant des pulsions profondément dérangeantes qui le poussaient vers la violence. À travers ses actions, il dévoila une noirceur insoupçonnée qui sommeillait en lui depuis bien trop longtemps. Camper se déplaçait avec une grâce furtive, tel un prédateur silencieux en quête de ses proies. Ses yeux perçants scrutaient attentivement son environnement, cherchant la moindre opportunité pour assouvir des désirs profonds et inexprimables. Il était guidé par une pulsion indomptable, une faim insatiable qui ne pouvait être apaisée que par la satisfaction de ses sombres penchants. Ses proies étaient choisies avec soin, sélectionnées pour répondre à ses fantasmes les plus inavouables.
Ils savaient comment les aborder, glisser dans leur vie, se faire désirer, gagner leur confiance avant de les emporter dans son monde de ténèbres. Camper s'était fiancé à une jeune fille de 18 ans originaire de Turlock, en Californie, 3 semaines avant que sa mère et son ami ne soient tragiquement assassinés. Ces fiançailles ont été officiellement annoncées le 29 mars à Turlock, une ville agricole de la Central Valley, située à 75 miles de Santa Cruz. La police a déclaré qu'une coupure de journal faisant état des fiançailles avait été retrouvée avec les affaires de Camper dans l'appartement d'Apto où il vivait avec sa mère. Dans sa chambre, ils ont également trouvé la photo d'une belle blonde qui serait sa fiancée. On sait qu'elle avait rencontré Camper sur une plage de Santa Cruz à l'été 1972. Son âge varie selon les rapports entre 16, 17 ou 18 ans. Son prénom aurait pu être Martha, mais il s'agit d'informations non vérifiées provenant d'une source non officielle. La famille de sa fiancée, souhaitant préserver son anonymat, a déclaré que leur fille peinait toujours à se remettre de cette situation choquante. Ils ont révélé que Camper avait visité la ville à plusieurs reprises au cours des 6 mois précédant son arrestation, mais qu'il était peu présent dans leur vie quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Pensez également à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.